à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce conseil communal du 13 octobre, un des derniers de cette année 2025. Je vous demande d'excuser Anne Pierson, Olivier Didion, Frédéric Rollin, Géraldine Furnémont et Damien Borlon. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Non? Alors, je vous propose de commencer avec le point 1 de l'ordre du jour, séance publique du 22 septembre 2025, procès verbal, approbation. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 2, questions orales. Est-ce qu'il y a des questions orales? Laurence, François, Laurence, Annie, Laurence? Oui, alors ça concernera de nouveau la sécurité au niveau de la gare. Oui. Annie? La propreté. Et François? Pareil, c'est pour la gare, sujet abordé il y a 2 mois, Ok. sans changement. Un grand merci. Alors, point 3, façade fleurie, règlement, décision à prendre. Je cède la parole à Benoît Davin, échevin de l'environnement. Merci Frédéric. En effet, donc les façades fleuries, c'est une idée, une petite graine, je vais dire ainsi, pour parler de plantes, qui est venue du service environnement et de l'ASBL KIC, qui est ici représenté à Ciné par Naomi Miserc. Donc, l'idée a bien germé pour aboutir à un projet. Et grâce à l'apport et l'engouement et même les lumières apportées par l'ensemble des services et particulièrement l'urbanisme et les travaux, ce projet aboutit à ce joli règlement, donc les façades fleuries à Ciné. Donc je vais résumer en quelques slides les tenants aboutissants de ce règlement. Donc pour qui, mais comme vous pouvez le lire, enfin comme vous pouvez le lire et vous pouvez le lire ici. Donc c'est d'abord pourquoi, excusez-moi Fredo. Pourquoi d'abord, voilà. Donc, pourquoi c'est pour réduire les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité, améliorer la qualité de l'air, contribuer à la gestion des eaux de pluie, créer un cadre de vie plus agréable et apaisant. Donc pour qui maintenant? Donc c'est à peu près tous les citoyens, donc qu'on soit propriétaire, locataire avec l'aval du propriétaire bien entendu, et les copropriétaires sont aussi invités à participer à ce projet. Alors pour quelle façade? Donc ce sont des façades à front de rue, en veillant à laisser une distance de largeur de trottoir de 1,20 m à l'endroit de la fosse de plantation, donc principalement pour l'espace PMR. Et après, il y a une petite exception concernant l'ancien centre de Ciné. Donc je vais dire que c'est un rectangle qui va de la gare à la Providence et qui s'étale de la rue Pierre-Venn à la rue du Commerce. Là, on pourra reculer les plantations à hauteur de 5 mètres de la rue, pour autant que la façade soit visible de la rue, bien entendu. Alors, comment maintenant? Donc, après une demande introduite auprès du service environnement, la commune vérifie la faisabilité. Elle prendra en charge les menus travaux des fosses de plantation, réalisera la plantation ou les plantations, ainsi que le placement de la structure de soutien des plantes. Restera donc au demandeur à assumer et à assurer l'entretien des plantes pour ainsi obtenir une jolie façade fleurie. Alors une petite précision concernant les façades, il sera également possible pour le demandeur de demander à avoir aussi une possibilité de planter des plantes vivaces entre les plantes grimpantes et ainsi de nouveau avoir une façade encore mieux fleurie. Et comme la commune ici veut être un exemple, et pour autant forcément que le règlement soit accepté par vous, on montrera l'exemple en réalisant des façades fleuries sur nos bâtiments. On pense notamment à la maison citoyenne, à la piscine et à l'hôtel de ville. Donc je vous demande ici d'approuver le règlement de cette façade fleurie, ces façades fleuries. Donc, le premier règlement qui vient de la collaboration de l'ASBL KIC et du service environnement. Merci. Merci Benoît pour cette présentation et comme tu l'as dit, merci également à Colin et Noémie pour leur travail et au service travaux pour le travail qu'ils vont devoir effectuer, moyennant le fait que vous acceptiez ou pas ce projet pour l'embellissement notamment du centre-ville. Donc est-ce que vous avez des questions? Laurence, François, Laurence? Alors, vous vous rappelez, je pense que nous avions émis quelques réticences lorsque nous avions des sujets de la collaboration entre la ville et l'ASBL KIC. Des réticences, non pas parce qu'on ne croit pas en leur projet, ce sont des projets assez sympas,
mais parce que essentiellement on se disait que ça allait représenter une charge supplémentaire pour le service travaux. Un service travaux qui a déjà du mal à suivre au niveau de tout ce qu'il a à réaliser sur une commune. Donc voilà, nous avions quelques questions à ce sujet. Donc vous avez dans l'ambition de toucher 30 façades par an. Est-ce que vous avez calculé plus ou moins le nombre d'heures que ça pourrait réaliser au niveau du service travaux? Voilà. Deuxième question, est-ce que ce projet a déjà été réalisé dans d'autres communes? Là, on a du mal à en trouver. On a téléphoné à quelques communes qui sont partenaires avec KIC, mais là, on n'en a pas trouvé. Et, troisième question, est-ce que c'est à l'ensemble des Sinaciens de payer en fait pour la verdurisation de façades chez des privés? Voilà, c'est les questions qu'on aurait voulu poser à l'échevin. Merci Laurence et François. Oui, merci. Mais moi, je trouve que c'est un super projet. Pour l'avoir vu dans d'autres communes, en tout cas, je ne sais pas techniquement comment ça s'est réalisé, mais c'est tout à fait satisfaisant de voir justement des espaces d'habitude très minéralisés avec des trottoirs et des façades et pas du tout de végétation, de retrouver un peu de verdure dans les centres-villes. Donc, je suis plutôt souvent par rapport au projet. J'avais juste une question, c'est qu'il est précisé que la fourniture et la mise en place de plusieurs plans sélectionnés par le demandeur devait être faite parmi une liste d'essences fournies par la commune. Est-ce qu'on a déjà identifié le type de plantes qui pourraient être plantées, simplement pour s'assurer que ce sont des essences locales et qui apportent vraiment un bénéfice? Je ne sais pas si on parle de glycine, de vigne vierge ou d'autres choses. Voilà. Merci pour ces précisions. Merci François. Donc c'est Benoît qui va répondre et je compléterai. Je vais répondre et tu embrayes s'il faut pour les travaux. Donc je vais d'abord répondre à François, c'est plus simple. Donc forcément, je crois qu'après il y a tout l'ensemble, et dans le dossier, il y a l'ensemble des plantes qui sont sélectionnées pour pouvoir donc, fleurir les façades. On a voulu ne pas prendre des plantes avec des crampons pour ne pas abîmer les façades. Voilà, toute une liste de plantes qui sont d'office indigène, que ce soit pour les plantes grimpantes ou pour les plantes vivaces, qui sont mis entre les plantes grimpantes. Voilà. Donc ça a été sélectionné et donc le demandeur recevra ce listing-là avec le modèle d'entretien, enfin, le plan d'entretien et de taille tout ensuite de la plante qu'il aura choisie. Voilà. Donc concernant les travaux, là je vais laisser la place à Fredo pour la partie ouvrier et les heures à prester. Et donc voilà, on a eu une réunion avec le service travaux pour leur expliquer le projet. Donc ils sont enchantés, les jardiniers trouvent que c'est un chouette projet qui va également mettre leur travail en évidence. Donc on va fonctionner un peu comme les cimetières, ce qui veut dire que la première année on va y aller un petit peu à tâtons, on va tester le système, on va tester ce qui se fait et puis on va l'adapter. Donc on n'a aucun au niveau du service travaux. D'ailleurs, on a engagé un jardinier en plus. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Donc, on vient d'engager il y a une quinzaine de jours un jardinier en plus, notamment pour ce projet. Au niveau du règlement et au niveau d'autres communes, il y a beaucoup. Il y a plusieurs autres communes, comme l'a dit François, qui font ce genre de projet sur le territoire wallon. Et donc, on n'a pas inventé la roue. Donc, on s'est vraiment greffé sur le règlement. Puisqu'au début on n'était pas du tout parti dans cette optique-là de règlement et donc on a pris le règlement d'autres communes qu'on a légèrement adapté à nos spécificités. Donc on ne part pas de rien et on part de l'expérience d'autres communes. Et enfin, en ce qui concerne le fait de payer pour quelques Sinaciens, j'ai envie de dire que c'est un petit peu l'ensemble des projets. Lorsqu'on fait un projet sportif, tout le monde ne fait pas du sport. Lorsqu'on fait une bibliothèque communale, tout le monde ne va pas à la bibliothèque. Lorsqu'on aménage une école communale, il y a plein d'enfants qui vont dans d'autres écoles communales. Donc voilà, ça fait partie d'eux. Et puis surtout, une façade fleurie à Front-de-Voirie, elle profite aux gens qui sont dedans. Mais à la limite, j'ai envie de dire, elle profite plus à ceux qui passent devant que ceux qui sont dedans. Ceux qui sont dedans, ils vont devoir l'entretenir, la tailler. Ceux qui passent devant, c'est eux qui diront waouh. Donc voilà, je pense que, hormis les taxes, il n'y a aucun projet. Et encore, si on parle d'un projet qui touche l'ensemble des Sinaciens. Donc voilà, pour répondre à l'ensemble des questions. Laurence ? Oui, en fait, on verdurise quand même chez des privés ici, si j'ai bien compris.
Oui, au départ de l'espace public, puisqu'on fait la force de plantation sur le trottoir. Oui. Ok. C'est un peu... Enfin, oui, c'est limite, mais bon, je comprends vos arguments. Par contre, au niveau du service travaux, donc heureusement qu'ils sont heureux du projet. Donc, vous n'avez pas eu l'occasion d'estimer, je suppose, le nombre d'heures. C'est juste qu'on tient vraiment à souligner qu'il y a certainement des urgences, d'autres urgences pour les ouvriers de la ville. On pense à l'entretien de ce qui existe déjà, on pense à la propreté, on pense aux écoles aussi qui sont sans cesse en demande de petits travaux. Donc il ne faudrait pas que ceci, nous trouvons, passe avant d'autres urgences qui se présentent. Et alors, voilà, vous avez dit, hein, ça s'est réalisé dans d'autres communes avec la collaboration de KIC, c'est ça? Ah, pas avec la collaboration de KIC. Donc, non. Ça existe dans d'autres communes, dans plusieurs autres communes, mais je ne sais pas si c'est avec KIC ou pas. Ça, on n'a pas été jusque-là. Mm-hmm. Et donc, pour répondre au côté... c'est quoi que tu viens de dire? J'ai un trou de mémoire. Les ouvriers. Le nombre d'heures. Ici, c'est un projet qui s'adresse aux jardiniers. Donc, les jardiniers n'ont jamais des urgences dans les écoles. Donc, ce qu'il y a comme urgence dans les écoles, c'est peut-être de l'électricité, le plombier à la limite, et encore, on le sous-traite. Et puis surtout, on a quand même dédicacé un ouvrier communal à l'ensemble de nos écoles communales. Donc, je ne vais pas citer son nom, mais ça fait maintenant depuis la rentrée scolaire où on a un ouvrier qui, tous les jours, ne fait que l'entretien des écoles. Donc, on a une avancée là-dedans. Et donc, je ne pense pas que c'est ce genre de projet qui va mettre en retard les urgences au niveau des écoles. Mm-hmm. Voilà. Je vous propose alors, est-ce que vous souhaitez un vote? Oui. Juste préciser par la suite qu'une fois que la plantation est réalisée, les ouvriers n'interviennent plus. C'est le demandeur qui réalise l'entretien. Oui, ça on a bien compris. Oui. Alors on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 14 oui, 4 abstentions. Je vous remercie. Point 4. Redevance communale sur les prestations d'implantation des constructions et d'établissement de procès-verbaux en résultant. Règlement, approbation par la tutelle, prise de connaissance. Donc voilà, le 15 septembre 2025, l'autorité de tutelle de notre règlement redevance sur les prestations d'implantation de construction a marqué son accord. Et donc on vous fait une communication. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques. Alors, les points 5 au point 11 concernent des fabriques d'églises, des comptes ou des budgets. Famille d'église d'Achène, de Chevetogne, de Ciney, de Légnon, de Natois, de Serinchant et d'Aide à Versin. Dans l'optique de gagner un peu de temps sur nos travaux du soir, je propose de voir si vous avez des questions pour l'une ou l'autre d'entre elles. Et est-ce que vous souhaitez un vote ou est-ce qu'on peut les considérer comme approuvées à l'unanimité? On a une toute petite question en rapport avec la fabrique d'église de Aide à Versin, mais qui ne concerne pas le compte. Est-ce qu'on pourrait la poser? Oui. C'était juste une idée de... Voilà, avez-vous déjà une idée justement de quand cette église va être désaffectée? Est-ce que le dossier avance? Frédéric, Guy? Frédéric? Si c'est une question embêtante. Non. Elle n'est pas du tout embêtante. Le dossier suit son cours. On est en fait sur 2 dossiers de désaffectation, donc à Versin et la chapelle d'Ampinal. Et des 2 côtés, on continue les contacts avec l'évêque qui doit, en fait, dans la procédure, valider définitivement la désaffectation. Mais des 2 côtés, le dossier continue son instruction. Pas de nouvelles fraîches. Merci. Est-ce que vous souhaitez un vote sur l'ensemble de ces points? Non? Alors, de manière transparente, je vais quand même apporter une précision. Je pensais que vous allez en parler. Ça concerne la fabrique d'église d'Achène où pour l'instant nous avons un problème de confrontation de points de vue concernant un échange de terrain pour l'agrandissement de l'école et la réalisation d'un terrain multisport pour le village d'Achène. On avait un accord de principe sur lequel il semble un petit peu revenir, donc on est un peu déçu de la tournure du dossier. On voulait même ne pas voter le budget ce soir, en tout cas le volet 2. Le volet 1 est obligatoire, le volet 2 symboliquement peut être amendé en séance ou ne pas être voté. Mes collègues ont eu une réunion avec l'abbé Malizou la semaine passée, réunion qui s'est montrée résolument positive. On espère vraiment avoir une issue positive et, à notre demande pour l'intérêt du village. On considère qu'une fabrique d'église, c'est là pour gérer aussi l'intérêt public comme une commune et également
plus forte raison l'intérêt de son village. Donc on espère vraiment, si vous avez un message à faire passer à la fabrique d'église à Chêne, qu'un terrain d'entente serait le bienvenu pour l'intérêt du village et pas pour l'intérêt de la commune. Donc voilà. Comme ça, si vous pensez que vous alliez parler de ça. Je vous remercie. Point 12. ASBL, RUE Ciné, subside, octroi, décision à prendre. Benoît. Oui, effectivement, donc on a rencontré les responsables du club de ciné. Il restait quelques données à régler avec le club. Entre autres, il restait une facture de 2737,39 concernant des travaux de réparation et d'entretien des douches des différents vestiaires du club. Et voilà, donc on vous demande ici d'accepter le subside exceptionnel de 2137,59 en faveur du club de ciné pour ces travaux réalisés de leurs mains. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions? Non, est-ce que vous avez un vote? J'ai dit quoi? J'ai dit qui? Oh pardon, excusez-moi. Ça commence fort. Merci. Point 13. Organisation de jeunesse, subside, répartition, décision à prendre. Le budget 2025 prévoyait un article budgétaire de 5 000 € pour répartir des subsides aux associations de jeunesse de l'entité synassienne. La commission s'est réunie et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé. Et nous vous avons donc prévu ici une répartition du montant du subside octroyé aux différents comités. On vous demande de l'approuver. Est-ce que vous avez des questions? Laurence? En fait, moi, j'ai plutôt deux remarques globales qui vont toucher en fait l'ensemble de la répartition des subsides. La première remarque, en fait, elle concerne ces commissions. On voudrait dire en fait que les conseillers de l'opposition, ils ne se rendent pas aux commissions des échevins pour entendre des insinuations débiles, je vais le dire, de la part des conseillers de la majorité. Des insinuations qui mettent en doute l'intégrité des membres du collège précédent. Ça, je voudrais bien qu'on y soit un peu attentif. On ne va pas aux commissions pour entendre ce genre d'insinuations. Nous voudrions qu'il y ait du respect dans ces commissions. On est là pour échanger et pas pour créer des tensions. Alors la deuxième remarque, en fait, voilà, notre groupe tient à dire qu'il n'est pas d'accord avec la réduction globale de ces subsides. En effet, les montants des subsides attribués à nos associations ont été divisés par 2, voire par 3, avec l'argument que ces associations, en tout cas certaines, peuvent désormais bénéficier d'un chalet lors des féeries. Alors, c'est selon nous une forme de chantage, et cette forme de chantage, on ne l'accepte pas. Et je pense que nos représentants l'ont fait savoir lors des commissions, justement. Alors, selon notre groupe, la coupe des subsides aux associations, elle manque de nuances, puisque nous considérons que certaines associations ont vraiment bien besoin de chaque entrée d'argent pour vivre ou pour survivre même. Et d'autre part, certaines associations n'ont pas les moyens humains pour assurer 5 jours de gestion d'un chalet aux féeries. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous voterons différemment, de façon différente, selon les propositions de subsides et des répartitions. Voilà, la répartition, évidemment, on avait le choix d'en discuter en commission, mais sur le principe, nous ne sommes pas d'accord. Merci Laurence. Tu as juste coupé le micro? Pardon? Couper le micro. Pardon. Donc, juste pour répondre aux deux de manière générale, à la commission que j'ai eu le plaisir de réunir, il y avait Olivier Didion qui était là, qui n'est pas là aujourd'hui. Dommage, je l'aurais entre guillemets pris à partie, puisqu'il est venu avec 2 idées et les 2 idées ont été acceptées. Donc c'est bien la preuve qu'un dialogue il y avait une pierre à casser, il est venu avec 2 idées et les 2 idées, tu peux le demander à Olivier, ont été retenues. Donc c'est vraiment, il a dit. Donc voilà, c'est vraiment pas le principe d'une commission où
dénigre les gens. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Et donc, je ferai passer l'info aux personnes qui sont autour de moi. La deuxième, c'est de manière générale, j'entends que votre groupe n'est pas d'accord, mais votre groupe l'a voté, en fait. Et donc, si on peut mettre à l'écran derrière moi, vous avez voté la modification budgétaire, tous. Il y a juste François Bouchat qui s'est abstenu. Tous les autres, vous avez voté la réduction de subsides. Et donc, voter à un moment donné X une réduction de subsides et puis venir dire après vous n'êtes pas d'accord, c'est peu cohérent. Voilà, je dis juste ça. Maintenant, il y a que les fous qui ne changent pas d'avis. Donc, vous avez peut-être changé d'avis entre le moment où on a présenté le budget et aujourd'hui. C'est votre droit le plus strict, mais en tout cas, sachez que vous l'avez voté. Je ne sais plus la date qui est derrière moi vu que les TV ne marchent pas. Donc voilà, vous avez voté cette réduction de subsides. Vous étiez d'accord avec nous à ce moment-là. Alors, je passe alors au vote pour d'abord le point 13, organisation de jeunesse, subside, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 14 oui, 4 abstentions. Point 14, festivités, subsides, répartition, décision à prendre. C'est la même chose, avec un montant total de 3 000 € en faveur des différents comités des villages de la commune. Est-ce que vous souhaitez un vote? Est-ce que vous souhaitez d'abord intervenir? Non? Pas ici. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 14 oui, 4 abstentions. 15, association culturelle et de loisirs, subsides, répartition, décision à prendre. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Pas ici non plus. Est-ce que vous souhaitez un vote? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 14 oui, 4 abstentions. Point 16, organismes sociaux, subsides, répartition, décision à prendre. Séverine. Merci Monsieur le Président. Donc ici, même principe, on vous demande d'approuver en fait la répartition pour les subsides sociaux. Je profite pour remercier les personnes qui étaient à la commission le 17 septembre dernier. Est-ce que vous souhaitez un vote? Qui est pour? Qui est contre? Contre? Ok. Et qui s'abstient? 14 oui, 4 non et pas d'abstention. C'est pour voir si on suit. Ils nous tendent des pièges. Comité des 3x20, subsides, répartition, décision à prendre. Séverine. Oui, merci Monsieur le Président. Donc ici, pour cette commission qui a eu lieu le 17 septembre, nous avons réparti les différents subsides pour les comités 3x20 et on vous demande ce soir de les approuver. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention? Est-ce que vous souhaitez un vote? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ah, pas mal. 14 oui, 4 non et pas d'abstention. Point 18, association patriotique, subside, répartition, décision à prendre. Luc. Merci Monsieur le Président. Comme vous voyez dans le tableau là, qui est sous vos yeux, je vous demande de l'accepter malgré les diminutions qui ont été votées dans la MD1. Merci Luc. Est-ce qu'il y a une intervention? Aline? J'étais présente à la commission, donc on regrette quand même la diminution des subsides. On profite pour remercier toutes les personnes qui sont bénévoles dans des associations patriotiques, qui ont toute leur importance, je pense, pour le moment, dans cette période où vraiment l'extrême droite et le populisme ambiant nous font craindre vraiment pour l'avenir de notre démocratie, de nos libertés de parole et d'action. Et je pense que c'est un mauvais signal de diminuer leur subside, puisqu'ils ne vivent pour certains que de subsides et que de ça. Et que c'est des bénévoles qui s'occupent de ça, alors que tout augmente, le prix de leur gerbe, le prix de leur drapeau, leur prix des hampes, de tout augmente. On voit que le subside qui est octroyé cette année est inférieur à ce qu'on leur a donné l'année dernière sur facture, donc ils vont être en difficulté. Et donc, au lieu de diminuer les subsides, est-ce que c'est pas à la ville de Ciney de montrer l'exemple? On a eu les 80 ans de la libération de Ciney, le 81e
anniversaire de la libération des camps qui ont été passés sous silence au niveau communal. Il y aurait peut-être eu des choses à faire à ce moment-là en partenariat avec l'enseignement communal. Profiter aussi des vitrines vides pour mettre un peu en lumière la libération de Ciney, comme on l'a fait pour la Flèche Wallonne. C'est pour soutenir un peu ces associations et pour encourager les bénévoles que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette diminution. Merci Aline. Je propose de passer au vote alors. Est-ce qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. 14 oui, 4 non et 0 abstention. Je suis moi-même. J'ai voulu faire un petit jeu. Point 19. Club sportif, subside, répartition, décision à prendre. Benoît? Ben voilà, autour du sport à recevoir ces subsides. On sait qu'à Ciney, il y a pas mal de sports, je crois que tous les sports sont représentés. Et donc, de nombreux clubs sont aussi présents sur l'entité. Je tiens à remercier tous ces clubs. En parlant de remerciements, je remercie effectivement aussi les membres de ma commission qui ont participé à cette émission du jeudi 25 septembre. Je peux juste déplorer, sans les mépriser, sans les dénigrer ou les mépriser, l'opposition qui n'était pas présente. Voilà, c'est juste un peu dommage. Donc, de ce fait, nous avons décidé de rester sur les bases de mon prédécesseur. Et donc, nous avons établi une règle de 3 pour l'octroi des subsides à nos différents clubs sportifs. Par contre, à l'avenir, je compte vraiment mettre un règlement avec des éléments objectifs pour l'attribution des subsides et ainsi rejoindre la volonté de l'ADEPS, à savoir promouvoir le sport aux jeunes et avoir un sport avec un encadrement sérieux, donc via des moniteurs reconnus, des entraîneurs diplômés. Donc je compte bien vite remettre la barre au centre pour parler de sport et convoquer la commission. J'espère qu'elle sera là entièrement composée autour d'une table et donc parler d'un règlement avec vraiment, comme je le répète, une base avec des éléments objectifs. Donc maintenant, je vous demande simplement d'attribuer les subsides pour 2025 sur les anciennes bases. Merci Benoît. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 14 oui, 4 abstentions. Point 20. Accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données. Guy. Fiscalité pour l'échange de données relatives donc aux consommations d'eau et d'électricité. Vous savez que c'est une initiative qui a été prise il y a déjà 2 ans et qui permet donc aux autorités de recevoir annuellement le relevé des immeubles qui n'ont pas le minimum de consommation fixé donc par la région wallonne. Pour adhérer donc à ce système, il faut l'accord du conseil communal. L'utilisation qui en est faite, c'est uniquement un soupçon d'inoccupation du logement. Ça nous permet simplement d'aller un peu plus avant, évidemment de vérifier cela avec le système habituel et le règlement taxe que nous avons approuvé, mais c'est un élément important que nous souhaitons utiliser pour les années qui viennent. Merci Guy. François? Oui, mais juste pour souligner effectivement que c'est une très bonne chose que les aspects techniques de cette décision attendent 2 ans donc du gouvernement wallon précédent, les modalités techniques arrivent enfin maintenant et l'outil effectivement permet, comme tu dis, de détecter plus facilement les immeubles inoccupés dans l'optique simplement de pouvoir entrer en contact avec les propriétaires et de remettre à disposition ces logements vides pour de nouveaux logements. C'est des logements existants et donc c'est toujours la même chose. On évite de construire inutilement des nouveaux logements si des logements vides peuvent être réhabilités et c'est bien dans ce sens-là que cette mesure va. Donc on s'en réjouit. Merci François. Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité. Merci. 21. RN 97 Ciney, route Charlemagne, chaussée de Dinan, création d'une zone limitée à 70 km/h à Vianney. Vous avez vu que des aménagements ont été réalisés au niveau du rond-point au pied près de la piscine.
rond-point du Jambon, pour réduire la vitesse et surtout pour éviter des voitures qui continuent à aller systématiquement s'encastrer dans le rond-point. Je remercie le SPW pour son écoute et pour les solutions qui ont été envisagées. Ici, c'est l'étape ultime, c'est-à-dire de faire passer le dernier bout du tronçon à 70 km/h en lieu et place de 90 actuellement. Et donc, on vous demande de remettre un avis favorable sur cette création de zone limitée à 70 km/h. Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité. Merci. Point 22. Voirie. Aménagement du territoire. Béjo demande permis de bâtir, construction de 9 habitations familiales avec création de voirie. Décision à prendre. Frédéric. Merci Monsieur le Président. Dans un dossier d'urbanisme qui vise à créer un nouveau quartier, ici c'est un quartier limité puisqu'on parle de 9 habitations, il y a toujours lieu dans un premier temps par rapport aux obligations voirie que le conseil communal se prononce sur l'ouverture d'une voirie, ce qui se fait aujourd'hui. Parfois c'est difficilement... comment dire, c'est pas très clair pour les gens parce qu'ils ont l'impression on ouvre une voirie et ils voudraient déjà se prononcer sur l'urbanisation du quartier. Évidemment, ici on est uniquement sur la partie de donner l'autorisation potentiellement d'avoir une ouverture de voirie. Une enquête publique a été réalisée et les craintes, hormis la quiétude et la tranquillité des habitations, la perte du caractère rural se portait principalement sur la gestion des eaux. Donc une attention particulière du collège a déjà été menée sur ce point, mais continuera certainement lors de l'introduction d'un permis groupé ou d'un permis d'urbanisation, puisqu'on veut effectivement, comme l'enquête publique nous l'a fait remarquer, éviter d'avoir un phénomène où on mettrait une ferme à proximité en difficulté ou des égouts en surpression. Et donc l'INASEP a déjà été resensibilisé de façon tout à fait particulière pour faire une étude pour dimensionner l'égout et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. De même que le maximum de mesures de tamponnage d'eau et de réinjection sur la parcelle même ont été prises ou vont être prises dans le cadre du permis d'urbanisme. Je vous demande donc d'autoriser la création de cette nouvelle voirie communale. Si on veut avancer, si on est la situer, c'est donc une voirie qui se situe à HN et qui va desservir 9 lots avec une zone de demi-tour au bout. Donc ce n'est pas une voirie connectée, je dirais, de façon complète. C'est simplement une tête de pipe pour desservir les 9 lots qui vont être créés. Je suis à votre disposition pour toute question qui se poserait dans ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 23. Le titre est très long, il est plus long que l'ensemble du conseil communal. Voirie, aménagement du territoire, Ronvaux, demande de permis unique pour aménager de nouvelles plateformes de stockage impliquant le déplacement d'un chemin public et pour étendre les activités de l'établissement par du regroupement, du tri et du pré-traitement de déchets inertes, ainsi que le regroupement de terres exogènes. Décision à prendre. Frédéric. Merci Monsieur le Président. La deuxième partie du titre, elle interviendra dans le cadre d'un permis, là également un permis unique, qui va être traité de façon classique. Aussi, la compétence du conseil communal se porte sur le déplacement, pour être plus précis, la suppression d'un chemin et la création d'un nouveau. Il faut savoir que l'entreprise Ronvaux continue d'être florissante, a besoin de surface supplémentaires et souhaite donc créer une nouvelle plateforme logistique pour avoir de la place pour le stockage ou la manipulation de différents produits. Tout ça va être traité dans le cadre du permis, mais ici, si on veut mettre le plan, en fait, il est peut-être pas très clair, mais je vais vous l'expliquer. Il existe actuellement un chemin qui traverse les établissements Ronvaux, ce qui rend les choses vraiment dangereuses, d'abord pour les piétons qui l'utilisent. Et Ronvaux souhaite évidemment, pour des questions de sécurité, éviter d'avoir des traversées et accepte donc de créer autour de cette nouvelle plateforme logistique qui va être créée un nouveau chemin qui offre en plus un énorme avantage, c'est que le chemin actuel, en tout cas pour une petite de ces portions, était vraiment difficilement utilisable parce qu'il y avait une déclivité très importante qu'on peut résoudre grâce à ce nouveau tracé. Donc je dirais, on permet à la fois à une entreprise sinacienne florissante de s'agrandir et on résout un problème de mobilité avec un aménagement évidemment aux frais du demandeur de cette nouvelle portion de chemin. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? François? Mais c'est effectivement probablement la moins mauvaise solution
été trouvée là, même si on peut regretter le détour que ça va occasionner, puisque ce chemin existe aujourd'hui. Ce projet de détour a déjà été, me semble-t-il, approuvé il y a déjà pas mal d'années. Je ne sais plus dans quel cadre, mais je m'étonnais de ne jamais le voir mis en œuvre. Je vois qu'aujourd'hui c'est en train d'aboutir. Et c'est vrai que le détour, il s'ajoute à d'autres détours, puisque la liaison qui est en train d'être finalisée à la sortie du Ravel, et donc qui permet de remonter pour finalement aboutir sur le chemin d'Aljou, donc pour aboutir finalement aux établissements ruraux. C'est déjà un premier détour pour rejoindre la gare. Le chemin idéal aurait été de pouvoir continuer les voies de chemin de fer qui sont vraiment très très proches de la gare, mais on sait que de nouveau, on doit traverser les établissements ruraux et que pour les mêmes raisons, ça pose un problème. Pourtant, le cheminement est vraiment très direct. Quand on regarde un plan, c'est vraiment très, très proche, le bout du Ravel et la gare. Donc on fait le détour par le chemin d'Aljou. Avant, on pouvait passer tout droit. Il y a une grosse déclivité, c'est sûr, mais maintenant, on fait encore un autre détour. Donc je ne suis pas sûr en fait que ce cheminement qui est censé permettre de rejoindre la gare sera vraiment utilisé au quotidien. Alors pour moi, ce sera plus un chemin peut-être de promenade plutôt qu'un chemin vraiment fonctionnel. Mais voilà, comme je le dis, c'est la moins mauvaise des solutions qui probablement est trouvée. Je trouve que pour l'instant, ça fonctionne bien parce que quand on passe sur le chemin, même lorsque les établissements ruraux sont fermés, les grilles sont fermées, mais il reste un passage pour les piétons et les cyclistes. En journée, je peux comprendre que ça pose plus de questions de sécurité. Je suis un peu partagé parce que faut une solution, mais je trouve qu'elle n'est pas hyper satisfaisante. Mais on s'en contentera. Merci François. On partage cet avis, mais on voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que c'est un vote? Non? Unanimité, je vous remercie. Point 24. Signes et marchés publics de travaux, entretien de voirie en 2025, approbation des conditions et du mode de prestation. Frédéric. Merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues du Collège pour l'effort particulier lors de la confection de ce budget pour l'entretien des voiries. Ça a été annoncé, c'était un point important de notre programme. Il faut savoir que généralement, on travaille avec des budgets d'entretien de l'ordre de 200 000 € par an. Ici, on avait dès le budget initial prévu un montant de 500 000 €. Et à la MB1, on a prévu 500 000 € complémentaires. C'était vraiment une volonté de rattraper peut-être le petit retard qu'on avait dans l'entretien des voiries. Et donc maintenant, eh bien, le moment donc du choix et du marché arrive. On vous propose effectivement pour 897 630,50 € à comprise des travaux d'entretien et de réfection des voiries. Vous aviez toute la liste et un reportage photo dans le dossier qui détaillait toutes les voiries qui vont être faites. Je ne vais peut-être pas le reprendre toutes, mais on aura l'occasion de communiquer avec la population chaque fois que des travaux vont être entamés. Je voudrais également indiquer qu'on a essayé d'avoir une bonne répartition entre les budgets mis dans le centre-ville de Ciney, mais également dans les villages, puisque vous avez vu qu'on a une répartition intéressante entre la ville et les villages. Et je voudrais également indiquer que nous veillons à la fois à des réfections complètes de voiries, c'est-à-dire des voiries qui vont être faites de façon assez lourde, y compris le fond de coffre, etc. Parfois, on se contente de raclage-pose, et parfois même, on se contente, parce que ça permet parfois de les prolonger pour un grand nombre d'années avec des budgets limités, de faire ce qu'on appelle un enduisage ou un schlam qui referme le coffre de voirie et qui permet parfois de la prolonger pour une dizaine d'années. Donc, je vous demande aujourd'hui de voter ce cahier de charges qui décrit donc pour chaque intervention la nature des travaux qui vont être réalisés dans ce poste en voirie et ce poste entretien de voirie, pardon, et le dossier sera suivi par les services techniques de la province de Namur, à qui on a confié, comme à l'habitude, les études et la surveillance des travaux. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, merci. Point 25, déclassement partiel du site Parc Saint-Roch, résultat de l'enquête publique, décision à prendre. Frédéric. Merci Monsieur le Président. Alors c'est évidemment un dossier important que de décider du déclassement partiel du site du Parc Saint-Roch. Pour ce faire, j'ai souhaité réunir la commission du patrimoine qui s'est réunie le 2 octobre. On a pu prendre le temps d'expliquer les motivations
de ce déclassement, analyser les différentes remarques qui avaient été émises et comment nous y répondions. Il s'agit de l'aboutissement partiel d'un dossier qui avait déjà été initié depuis un certain temps, puisque vous le savez, une étude avait été commandée au BEP que pour se pencher sur le déclassement du parc Saint-Roch qui date de 1997. Et en reprenant en fait le BEP, si vous voulez, je tiens ce travail à disposition, avait repris toutes les motivations qui avaient fallu à l'époque du classement et en expliquant en quoi elles étaient plus réunies. On ne peut prendre que comme exemple l'intérêt botanique qui a été fortement perturbé par la tempête, les attentes de la population qui ont complètement évolué depuis 1997 et on l'a vu dans différentes enquêtes. Je crois que la ville veut vivre, la population veut vivre dans ce parc et donc certaines attentes sont clairement exprimées. Et enfin, les garanties qu'on avait prises par rapport à l'intérêt esthétique et évidemment d'y éviter des constructions qui avaient été à un moment envisagées. Et tout ça sont garantis maintenant dans les options du schéma d'orientation locale qui avait été adopté en 2006 et qui offre toute une série de garanties. Il se fait que nous souhaitons donc assurer un avenir nouveau en matière de logement avec un projet très ambitieux pour l'église des Capucins. Je tiens aussi à rassurer les quelques personnes qui s'étaient manifestées par rapport au fait que donc la partie culte sera évidemment préservée avec la création d'une salle spécifique qui sera prévue et le maintien exactement dans son état extérieur de l'église des Capucins qui est donc totalement préservée avec un grand respect de l'architecture qui s'y trouve. Donc on se trouve confronté, voilà, je peux vous le dire franchement, depuis des mois à un dialogue très difficile avec l'agence wallonne du patrimoine et un dossier qui sera difficilement évolué avec un bien qui en plus, ce n'est pas l'église qui est classée, c'est le site qui est classé, mais malgré ça, de grandes difficultés au quotidien lorsqu'on veut discuter d'un aménagement qui pourtant est, comme on l'a dit, très respectueux des lieux. Et donc, la ministre Valérie Lescrenier s'est saisie du dossier. Ça s'est fait en concertation avec les différents groupes d'ailleurs du conseil communal. Des visites ont eu lieu sur place et elle a considéré qu'il convenait d'entamer une procédure de déclassement. Ce déclassement est donc partiel puisque si vous prenez le plan, il ne concerne que strictement actuellement la zone couverte. Il n'y a pas, mais voilà. Elle ne concerne strictement que la zone couverte par l'église. Et ça n'empiète pas sur 1 mètre carré du parc. Le collège salue l'initiative de la ministre d'ouvrir cette procédure. Il souhaite néanmoins que ce ne soit qu'une première étape menant à un déclassement total du site. Et considérant l'avis de la commission du patrimoine de la ville de Ciney, la commission tient à insister sur l'importance de souligner le fait que le déclassement partiel n'empêche pas la nécessité de préserver et de respecter le bâti existant dans tout projet ultérieur. Et c'est évidemment ce qui est fait, puisque le déclassement ne signifie pas que le promoteur fait maintenant ce qu'il veut, simplement la discussion change de niveau et intervient maintenant avec les services du fonctionnaire délégué. Toutes les remarques qui avaient été formulées par la WAP sont reprises et on juge simplement si on considère qu'elles sont retenues ou non par rapport à la volonté de maintenir et de respecter un site, mais de le faire évoluer pour être certain qu'il puisse continuer à perdurer dans les années. Autrement, je crains pour sa destinée. Je vous remercie. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? François, Laurent, François? Oui, merci pour le résumé de la situation. Effectivement, le déclassement de la partie de l'église et des bâtiments périphériques autour de l'église, de l'ancien couvent, permettent effectivement plus facilement d'y aménager des logements, ce qui est un enjeu important puisqu'on est là vraiment en plein centre-ville, à proximité de la gare, avec des logements en plus, avec des espaces partagés, c'est-à-dire que le principe du logement qui est actuellement prévu, ce serait d'y faire des logements avec des espaces communs, donc avec une rationalisation de l'espace disponible, avec aussi des voitures partagées, de manière à ce que chaque occupant des logements n'ait pas besoin de son propre véhicule. Donc le projet qui est derrière tout ça, même si ce n'est pas lié, hein, on est bien d'accord, le déclassement
c'est juste le déclassement, et puis le projet, on verra, mais on a déjà quelques idées quand même pourrait être. Donc tout à fait favorable sur cet aspect-là, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter en commission. Je remercie d'ailleurs les Chevins d'avoir réuni cette commission. Toutefois, une petite réserve, c'est justement par rapport au point qui a été ajouté par la suite. Donc, considérant que le collège communal salue l'initiative de la ministre d'ouvrir une procédure de déclassement et que le collège souhaite néanmoins que ceci ne soit que la première étape menant à un déclassement total du site. Et c'est à ce niveau-là que, de notre côté, on émet quelques réserves, parce que déclasser totalement tout l'ensemble du site du parc Saint-Roch, c'est vraiment une étape pour laquelle on n'est pas convaincu que ce soit nécessaire, même si j'entends que d'autres dispositifs urbanistiques semblent mieux protégés qu'avant le parc Saint-Roch. Je ne suis pas convaincu que c'est une protection aussi importante que le classement du site. On se souvient que le classement du site a notamment été généré par le fait qu'il y avait un projet d'implantation d'une école professionnelle, style CFA, au sein du parc. Donc c'est aussi une manière de protéger le parc, qu'il garde son affectation aujourd'hui. Je rappelle aussi qu'il y a quelques années, il y avait un camping dans ce parc, et qu'on n'est pas à l'abri finalement, si le site n'est pas classé, d'avoir des propositions ou des affectations un peu qui sortent en tout cas du souhait d'avoir ce parc préservé. Alors les arguments aussi au niveau botanique, peut-être qu'il y a eu quelques dégâts lors des tempêtes, mais on a quand même replanté les drèves à l'identique. Les principaux arbres sont toujours présents. On est là face pratiquement à un arboretum avec des essences très variées. Donc quand les enfants doivent aller faire des herbiers, c'est clairement l'endroit où on peut aller pour découvrir toute une variété d'arbres différents. Le site en lui-même, l'aménagement des jardins a aussi un cachet particulier. Tout ça doit être préservé et je pense que le classement du site reste, selon moi, important et que le déclassement uniquement de la partie église et couvent est suffisante pour arriver à ses fins en termes de logement et de conserver le parc à l'avenir. Et donc moi je serais plutôt favorable à garder le classement de l'ensemble du parc. Merci François. Laurence? Eh bien, la position de notre groupe rejoint celle que vient d'exprimer François. En fait, nous sommes entièrement d'accord et favorables au projet de développement du partiel du site du parc Saint-Roch, parce qu'il y a là derrière un projet hyper intéressant, un projet vraiment à soutenir, et visiblement l'opposition est prête à soutenir donc ce déclassement partiel. Par contre, notre groupe rejoint la position de François. Et oui, je l'ai déjà dit, mais c'est mon métier qui fait que je répète, en fait. Répéter, c'est éduquer. Je n'ai pas à vous éduquer, mais c'est mon métier qui fait ça, en fait. Donc, nous sommes vraiment opposés au déclassement total du site du parc Saint-Roch parce que nous considérons que c'est l'unique poumon vert de notre ville et qu'un poumon vert, ça doit s'entretenir. C'est un parc, c'est un endroit où on doit pouvoir se promener sans être perturbé par une autre manifestation ou quoi que ce soit. C'est un endroit où on doit pouvoir se détendre, se reposer. Alors vous parlez des attentes des citoyens qui ont peut-être changé, mais nous pensons qu'il y a justement des attentes de certains citoyens qui désirent que le parc conserve sa fonction première, autrement dit un parc pour se promener et se détendre. D'un point de vue botanique, évidemment, c'est aussi, nous trouvons l'occasion peut-être de replanter là aussi. Vous avez une belle collaboration avec KIK, pourquoi ne pas aussi penser à replanter par là pour faire de ce parc un parc exemplaire. Merci Laurent, je cède la parole à Frédéric. Bien, je rejoins tout à fait Madame Daff dans les motivations que vous mettez en avant par rapport à la volonté des Synassiens de pouvoir profiter au quotidien de ce parc. Ce sont évidemment les nôtres. Je ne voudrais pas du tout que vous pensiez que notre demande de déclassement complet du parc viserait à lui faire perdre cette idée de poumon vert au service des Synassiens, mais simplement les mêmes difficultés que d'ailleurs votre collègue dans votre groupe a constaté dans les Capucins, on les vit au quotidien dans la gestion du parc.
où le combat avec la WAP est permanent. Pour mettre un banc, ça prend des plombes, des mois de réunion. Pour faire la moindre modification, ça pose d'énormes problèmes. Et donc, nous pensons que avec d'autres garde-fous, nous pourrons gérer dans l'intérêt des Synassiens de façon beaucoup plus efficace et faire vivre le parc Saint-Roch qui doit rester au service des Synassiens. Et je voudrais simplement vous rappeler, pour vous dire que c'est vraiment dans cette ligne-là qu'on souhaite le faire, mais en enlevant ces barrières quotidiennes qui compliquent vraiment une gestion moderne d'un parc comme celui de Ciney, c'est que justement, depuis lors, il y a eu un plan communal d'aménagement qui est le 1.1 qui dit clairement que la zone de parc Saint-Roch est exclusivement destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d'esthétique paysagère et que les aménagements complémentaires ne pourront être destinés qu'à des activités de loisirs, d'éducation, de détente liées à la vie en plein air, ainsi que des installations sportives communautaires de plein air qui pourraient éventuellement y être autorisées. Donc on reste vraiment dans un esprit de poumon vert, simplement, peut-être un peu agrémenté parfois par-ci par-là d'une plaine de jeu ou d'un banc ou d'une activité sportive. Et ce dialogue, il est pour l'instant impossible avec la WAP. C'est pour ça que, pour les mêmes raisons que l'église des Capucins, on souhaite évoluer vers un déclassement complet. Mais je rappelle ici, on vous demande de vous prononcer sur un déclassement partiel. Donc on va centrer le débat, mais François. C'est ce que je voulais dire. Ici, on vote sur le déclassement partiel, donc de notre côté, il n'y aura pas de souci, mais on voulait juste alerter sur les risques liés au déclassement total, comme c'était repris dans les considérants. Problème, et je voulais juste que vous compreniez les motivations qui vont être celles du collège par la suite de continuer à instruire le dossier, mais aujourd'hui, on parle bien uniquement, effectivement, de l'église des Capucins. Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 26, redevance sur le stationnement, règlement approbation, Guy. Merci, monsieur le bourgmestre. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler longuement que notre système de contrôle et de régulation du parking en centre-ville repose sur un double système, celui des horodateurs et celui des achats minutes avec deux zones, appelées zone verte ou zone, je suis daltonien, l'autre zone c'est... Oui, non, mais c'est parce qu'il y a des couleurs. Voilà. Et pour mémoire, donc nous avions en mars 2025 approuvé un règlement qui avait surtout pour but de réguler de façon un peu différente ce parking en centre-ville pendant la période allant du 1er décembre au 31 décembre, pour être clair, durant la période des féeries. Et nous avions imaginé un système qui repose sur le disque de zone bleue. Vous avez vu tous les considérants qui expliquent pourquoi finalement ce système que nous avions imaginé en mars de cette année n'est pas facile à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'obstacles, notamment des obstacles techniques et des obstacles d'ailleurs financiers. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous vous proposons d'amender ce règlement de la façon suivante. Il n'y a pas beaucoup de bouleversements. Il y a eu un peu d'errement dans le dossier, vous allez sans doute peut-être nous le reprocher tout à l'heure, puisque nous avons adressé en dernière minute un nouveau projet de règlement. Mais en substance, donc finalement, ce qui reste de tout ça, c'est pas beaucoup de modifications. En ce qui concerne la zone achat minute, rien ne change. Et donc c'est toujours le système des 30 minutes gratuites et 40 € d'amende au-delà de ces 30 pour ceux qui sont distraits. Alors, en ce qui concerne la zone horodateur, là donc la décision qui a été prise en mars 2025 d'accorder 2 heures de gratuité est maintenue, mais avec une adaptation du système actuel, donc qui sera plus simple à mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on revient finalement au système classique de l'horodateur et on ne passe pas par la zone bleue parce que c'est facile, c'est plus facile techniquement à mettre en œuvre. Donc c'est toujours 20 minutes, gratuites et 25 € d'amende du 1er janvier au 31 du 11. Donc là rien ne change. Tandis que du 1 du 12 au 31 du 12, pour les utilisateurs hors PMR, et je vais venir au PMR, c'est les 2 heures gratuites et 25 € d'amende au-delà des 2 heures plus 2 heures qui seraient évidemment payantes au-delà des 2 heures gratuites. En ce qui concerne les PMR,
nous avions adressé un projet qui allait vers 4 heures gratuites et 25 € d'amende, mais Jean-Marie Scheffer, qui est absent, nous a fait remarquer pendant la journée que c'était impossible à mettre en œuvre. Ce que nous avons, avec le système actuel, ce que nous avons vérifié, et en effet, c'est possible de mettre ça en œuvre, et donc rien ne change pour les PMR. Ce sera toujours un stationnement illimité dans la zone verte au Rodat. Merci Guy. Donc, pourquoi quand même expliquer, on a quand même un problème en centre-ville, on n'a toujours pas la solution. Le problème nous a été soulevé par plusieurs commerçants du centre-ville où, comme vous le savez, dans la zone rodateur, les personnes à mobilité réduite peuvent se garer gratuitement. Ça, c'est une bonne chose, une chose qu'on voulait conserver, mais on aurait voulu limiter dans le temps à une période de 4 heures, parce qu'on a de plus en plus, selon les commerçants, des personnes PMR qui se garent et qui ne bougent pas leur voiture pendant une journée, 2 jours, voire même une semaine. Et donc, le système qu'on voulait mettre en place était vraiment pour, entre guillemets, pas contrecarrer, pour permettre aux PMR de venir pendant 4 heures gratuitement au centre-ville, mais en tout cas pour éviter les voitures qui prennent la place de clients potentiels en centre-ville. Donc, c'était sur ça, c'était sa volonté du collège. Comme l'a dit Guy, Jean-Marie nous a fait remarquer qu'on avait un problème technique au niveau informatique. Donc on a décidé de ne pas bouger à ce point en dernière minute et d'y retravailler avec les services dès demain. Voilà. François. Oui, juste pour dire que, comme les fois précédentes, je trouve le système un peu complexe et je mets au défi les citoyens de s'y retrouver très facilement. Et par ailleurs, je ne comprends toujours pas la différenciation qu'on fait entre les 11 mois de l'année et le mois de décembre. Pour moi, un règlement de stationnement devrait être le même tout le temps cette année. Je ne vois pas pourquoi on doit pouvoir stationner 2 heures gratuitement en décembre et pas à d'autres périodes de l'année. Il y a plein d'autres périodes de l'année où on a aussi besoin de faire des courses de manière importante. Il y a d'autres fêtes. Enfin, voilà, moi je trouve ça un peu trop compliqué. Mais voilà, c'est un débat qu'on a déjà eu d'autres fois et c'est la même chose ici. Donc je m'abstiendrai pour ce règlement. Merci. Je ne vais pas vous demander si vous souhaitez un vote. Vous souhaitez un vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 17 oui et une abstention. Je vous remercie. Point 27, modification budgétaire numéro 2, exercice 2025, décision à prendre. Guy. Avant de donner la parole, il y a une petite coquille dans le projet de décision. Il est mis à la fin qu'on vous demande de ratifier, mais non, on ne vous demande pas de ratifier, on vous demande de décider. À l'unanimité ou pas, on le saura dans quelques minutes, mais en tout cas, ce n'est pas une ratification, c'est bien une décision. Guy, je te cède la parole. Oui, monsieur le bourgmestre, donc nous vous présentons ce soir la dernière modification budgétaire de l'année, évidemment, et qui est assez limitée. Elle est plutôt d'ordre technique. En ce qui concerne le résultat, vous l'avez vu, le bonus à l'exercice propre est réduit, mais existe toujours. Il est de 9 142 €. Et au total, donc, 119 294 €. Nous remplissons donc nos obligations légales qui concernent toujours l'équilibre du budget. Alors au niveau de l'ordinaire, je le disais, c'est surtout d'ordre technique. Nous concluons définitivement le dossier des non-valeurs. Nous en avions déjà fait un sort partiel en début d'exercice avec environ 250 000 d'abandon de non-valeurs et on poursuit avec le solde, c'est-à-dire aussi environ 250 000 € que nous abandonnons évidemment. Puisque, comme vous le savez, ce sont des dossiers qui sont impossibles en général à traiter, des petites dépenses qui devraient être récupérées et qui coûteraient souvent plus cher que le résultat qu'on aurait, même si derrière ça, il y a aussi parfois des affaires de principe. Mais enfin bon, voilà. Il y a aussi des aménagements au niveau du personnel. On l'a évoqué tout à l'heure, nous avons procédé à quelques recrutements en fin d'année. On a cité le cas des jardiniers tout à l'heure. Un agent aussi pour la mobilité, donc il va nous aider à mettre en œuvre le plan de mobilité, des ouvriers de voirie, etc. Et donc, il y a un premier impact qui est dans cette modification budgétaire. Aussi des investissements complémentaires en matière d'informatique, puisque nous rencontrons, vous le savez, nous avons rencontré de grands soucis au niveau de la gestion de notre parc informatique ces derniers mois. Et donc nous allons vers des solutions, mais elles sont relativement coûteuses.
Mais enfin, bon, il faut passer. Et enfin, des modifications d'ordre technique au niveau de l'énergie et notamment les frais d'électricité. Alors, vous aurez remarqué peut-être qu'il y a une crainte évidemment qui a été évoquée lors de la première modification budgétaire qui est de l'évolution de la dette. Vous avez vu au tableau général que celle-ci est en tous les cas pour le moment toujours maîtrisée puisque la charge de la dette qui était de 3 312 000 passe à 3 480 000, ce qui fait 150 000 euros pour le moment de majoration. Ça reste raisonnable. Nous avons lancé un nouveau marché d'emprunt. Nous avons reçu les offres. Il y a 2 offres qui sont actuellement réalisées par le directeur financier et en discutant avec lui tout à l'heure, donc on va pour la fin de l'année faire de nouveaux emprunts d'ordre de 3 millions d'euros, plus ou moins 3 millions d'euros, pour d'anciens dossiers. Et en début d'exercice prochain, donc nous devrons aussi prévoir des emprunts pour 4 millions de nouveaux 4 millions d'euros encore pour d'anciens dossiers d'exercice précédents, mais ça reste pour le moment maîtrisé et nous allons être attentifs évidemment à ce que ce soit le cas pour l'ensemble de la législature. Alors, en ce qui nous concerne l'extraordinaire, vous avez vu donc qu'il y a quelques aspects qui touchent aussi l'infrastructure informatique. Une grosse modification, mais qui n'a aucun impact parce que c'est un problème du libellé pour le bus, 350 000 euros. Et donc, on corrige la relation de l'article budgétaire, une majoration pour le boulevard urbain, 1 million en plus, mais avec des subventions évidemment qui sont toujours prévues et ici de l'ordre de 900 000 euros, puisque si rien ne change, donc ça devrait nous coûter 10% de l'investissement. Un module pour l'école de Bréban. Ma collègue, Madame Furnimont n'est pas là, mais c'est une demande de l'enseignement pour remplacer un ancien module à l'école de Bréban. Et voilà, enfin, pour l'essentiel, le reste, évidemment, ce sont des petits éléments techniques. Alors, nous vous demandons d'ajouter en dernière minute un petit crédit à l'extraordinaire qui sera évidemment pris en charge par le fonds de réserve. C'est une dépense à Aversin, pour le club de football de Aversin, d'un montant de 4 814 euros. Et donc, on vous demande d'inscrire en dernière minute à l'extraordinaire un crédit de 5 000 euros pour faire face à cette dépense qui a déjà été réalisée d'ailleurs. C'est pour permettre le paiement de la facture. Voilà, M. Bourmes, écoutez, je ne serai pas plus long, mais nous sommes là pour répondre aux questions s'il y en a. Merci Guy pour ta concision légendaire. Est-ce que vous avez des questions sur cette MB technique? Est-ce que vous souhaitez un vote? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 17 oui, une abstention. Il nous reste dès lors un point à l'ordre du jour, ce sont les questions orales. Et donc il y en a fait 3, donc je cède la parole à Annie concernant la propreté. Pour interpeller que sûrement, vous aussi, pour la propreté, sur la propreté de Ciné. Donc de nombreux citoyens voudraient que la ville soit nettement plus propre et plus nette, soignée et mieux tenue. Entre entrée de ville, trottoir, hôtel de ville, parce qu'il y en a qui ont remarqué, mais je répète ce qu'on dit, il y a des plantes, enfin des arbres qui poussent en façade. Voilà. Donc, tout simplement, le code, je sais bien que Ciné va devenir fleuri, mais bon, voilà. Contour des bacs de fleurs, des pots sauvages, etc. Et dernièrement, aussi interpellé pour les rats qui envahissent la ville. L'image d'une ville sale ne laisse personne indifférent, je suppose. Voici ma question. Que comptez-vous mettre en place pour stopper la malpropreté
et rendre notre ville plus accueillante. Voilà. Merci Annie. Donc concrètement, ce qu'on compte mettre en place, c'est qu'on a fait l'acquisition de 2 nouvelles caméras mobiles au collège communal. Donc ça portera à 5 le nombre de caméras mobiles. Une qui marche très bien, 2 avec lesquelles on rencontre des soucis dans les anciennes. Et les 2 nouvelles sont du même acabit que celles qui fonctionnent bien entendu. Donc on va avoir vraiment 3 caméras opérationnelles. Après, la propreté publique, ça reste l'affaire de tous. Et l'éducation commence dès le plus jeune âge, malheureusement. Et on dit toujours que quelqu'un qui est un civique restera un civique. Et c'est bien dommage. Par contre, pour revenir sur le côté des mauvaises herbes ou des déchets un peu plus, je veux dire, naturels, on souhaite mettre en place, en collaboration avec le CPAS, une équipe propreté en centre-ville. Pourquoi je dis avec le CPAS? Parce qu'on aurait bien voulu engager des articles sur la vente pour avoir une cellule propreté à demeure au centre-ville. Voilà, ici, vous n'êtes pas sans savoir qu'une réforme du chômage est en cours, je ne vais même pas dire aboutissement, puisque le 1er janvier, on y sera confronté. Et donc, ça veut dire que ça va il y aura des candidats potentiels à 60 pour rejoindre cette brigade propreté. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on garde en tout cas à l'esprit. Alors, avoir une commune totalement propre, on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, effectivement, essayer d'avoir une attention particulière dans le centre-ville, je trouve tout ça tout à fait légitime. Entre autres, pourquoi ne pas... c'est bien que j'avais été trouver tous les commerçants à 1 pour les motiver à nettoyer au moins leur trottoir. Et ils ne font rien. Donc, est-ce que non, on ne pourrait pas passer à la vitesse, je vais dire, supérieure et un petit peu les menacer que si ce n'est pas fait, je leur disais qu'ils auraient une prune en riant, mais bon, je ne sais pas si c'est faisable. Oui, parce que notre charte de bien vivre ensemble indique que toutes les personnes sont responsables de leur trottoir. Donc effectivement, maintenant, il faut, si on entame un jour cette procédure, ça doit faire l'objet d'une politique globale. Et donc, je reviens sur cette équipe de propreté. Et on doit surtout commencer par un noyau dur et l'élargir d'année en année, puisqu'on ne saura pas commencer à vérifier les trottoirs des 8000 habitations sur Ciné. Mais en tout cas, l'idée est dans un coin de notre tête, effectivement, à un moment donné, dire voilà, on commence par ces 3 rues ici cette année-ci, et puis l'année prochaine, c'est ces 3-là, plus encore, et de grossir comme ça. Mais oui, effectivement. Maintenant, après, c'est très compliqué de gérer cet espace, ce système de répressif, puisqu'il y a toute une série de bâtiments qui sont loués par des gens ou qui sont même inoccupés, dont les propriétaires habitent Blankenberg, Tournai, Hatt ou encore Moucron. Et j'aime autant vous dire que même quand les taxes pour des inoccupés, ils n'ont pas l'air de bouger. Alors, c'est pas la petite sanction administrative communale de 350 €. Symboliquement, je comprends la portée, mais ces gens-là ne bougeront pas. Ils ne bougent déjà pas pour des taxes de logement ou de commerce inoccupé à 10 000 €. Donc voilà. Et on risque de partir, en tout cas, on découvrira. Mais oui, à un moment donné, on devra enclencher cette seconde vitesse. Ça, c'est sûr. Mais il faut la programmer, l'échelonner dans le temps. C'est très bien d'avoir une ville fleurie, mais si les trottoirs sont super dégueulasses, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on peut dire ville fleurie. Tout le monde me dit ça. Enfin, je ne sais pas, moi. D'abord les trottoirs propres et puis envisager, parce que est-ce que réellement les gens qui vont avoir des fleurs devant chez eux vont entretenir ces fleurs ou... Parce que, voilà, je sais pas. Ça fait partie du point précédemment voté, ça fait partie du règlement. Donc oui, ils doivent l'entretenir. Ça va. Je propose d'en clôturer là. Le règlement, c'est 5 minutes, 2 minutes. Donc on en parle un petit peu, mais c'est... Voilà. Rudy Garcia monte sur le terrain et voilà, on est pressé. Ça va donc François ou Laurence ou François, je ne sais pas comment... C'est la même question. En fait, je ne serai pas très longue et François va peut-être s'étendre un peu plus, mais non. En fait, voilà, ça fait, je pense, 2 fois qu'on signale la dangerosité du passage devant la gare, pardon. Je l'ai personnellement vécu vendredi avec un groupe d'élèves. Et voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée, qui m'a refait penser que rien n'avait encore été fait pour sécuriser ce passage devant la gare. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche, c'est ma question, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de sécuriser cet espace?
Merci Laurence et François. Alors peut-être pour compléter, s'étendre plus longuement. Oui, non, on peut pas grand-chose à ajouter, mais c'est vrai que moi j'y passe presque quotidiennement. Et j'avais posé la question lors du conseil communal d'août, où vous aviez dit qu'il était prévu un cheminement piéton du côté de l'ancienne gare, sauf pendant la démolition, puisque là il y avait des risques qu'on peut tout à fait comprendre, mais il me semble que la démolition est maintenant terminée. Et donc je rejoins la question qui vient d'être posée. Pourquoi est-ce qu'il y a encore rien de mis en œuvre côté gare, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions trouvées, parce que ça fait maintenant de nombreux mois que les piétons, donc je rappelle la situation, des deux côtés il y a des chantiers, des barrières ERAS vraiment en bordure de voirie, et les piétons doivent circuler sur la route, il n'y a pas le choix. On arrive maintenant à des horaires, enfin le lever et coucher de soleil font qu'il fait tard. Il fait noir de plus en plus tard le matin et de plus en plus tôt le soir, donc on est vraiment dans des situations qui sont potentiellement dangereuses. Et donc voilà, je rejoins la question. Est-ce qu'on va vraiment mettre en œuvre ce qui avait été prévu, et si oui, quand? Merci Laurence et François. Frédéric va vous répondre. Merci Monsieur le Président. Donc il faut savoir que forcément on est assez préoccupé également par cette situation. Et d'ailleurs, quasi au même moment, tant le bourgmestre qui a la compétence d'ordonnance de police qu'à mon niveau, par rapport à la coordination des travaux, on a réinterpellé les différentes instances, j'ai les mails ici, la police, la SNCB, etc. par rapport à la situation. Il faut savoir qu'on vient de démarrer depuis le 9 octobre dans une nouvelle phase, en fait, couverte par une nouvelle ordonnance de police. Et je voudrais aussi rappeler que c'est une route régionale, donc on n'a pas toujours la possibilité d'avoir l'action qu'on a sur une route communale, mais il n'empêche qu'on se rend compte effectivement de la difficulté. Stricto sensu, les piétons normalement ne peuvent plus passer depuis le 9 octobre à l'endroit dangereux le long des barrières ERAS, puisque officiellement la déviation piéton pour qu'ils soient en sécurité leur demande d'utiliser le couloir sous voie en dessous de l'ancien passage à niveau, d'utiliser le parking carrière de façon sécurisée et de retraverser dans le nouveau passage sous voie, et donc d'éviter de la sorte cette zone où effectivement il passe sur la voirie le long de deux barrières ERAS. Il n'empêche que cette déviation est quand même un peu significative et qu'on se rend compte qu'au quotidien, des piétons se mettent en danger en ne l'utilisant pas. Il faut quand même rappeler que ça reste ça la règle. Donc on a demandé et on a eu une réponse dans le bourgmestre qu'à mon niveau de la police de reprendre contact avec les entreprises. Et donc l'inspecteur William nous a justement répondu qu'un premier contact avait été pris, donc qui est responsable de la mobilité, et qu'une réunion de chantier va être organisée sur place pour voir encore comment on peut améliorer la situation. La difficulté fait que suite à la démolition de la gare, vous l'avez vu, il a fallu excaver des terres de façon importante et qu'il y a maintenant un trou béant. Donc le danger n'est plus nécessairement parce qu'il y a des engins qui travaillent, bien qu'on va reprendre les travaux d'aménagement de l'esplanade de la gare, mais que sans des travaux pour sécuriser, je dirais, ce trou et essayer de le consolider, en tout cas de le réduire en largeur pour recréer éventuellement un trottoir temporaire, on est confronté à la difficulté de faire circuler des piétons juste à côté d'un trou béant, et que la SNCB ne veut pas prendre ses responsabilités compte tenu du danger que ça pourrait comporter si une personne venait à malencontreusement tomber dans ce trou, et c'est le seul endroit où on peut créer un trottoir temporaire. Donc la concertation continue, on fait le maximum pour trouver une situation. Des réunions vont encore intervenir cette semaine avec les entreprises pour voir comment on peut améliorer les choses, mais dans cette voirie régionale, on a besoin d'une largeur minimum de route et on ne peut plus reprendre 1 mètre malheureusement de façon réglementaire pour créer un trottoir. La police est sur le dossier, et en attendant, on ne peut que rappeler pour les piétons qui souhaitent vraiment être en sécurité d'utiliser la déviation officielle, c'est-à-dire quelques centaines de mètres en plus en utilisant les passages sous voie qui vous permettent donc d'éviter cette zone dangereuse. François? Oui, mais j'apprends en fait ce soir cette déviation piétonne mise en place, simplement parce que je pense qu'elle est mal renseignée sur le terrain. Pour y passer... Pardon ?
Oui, en tout cas aujourd'hui. Je ne l'ai pas vue, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en place, hein, mais je pense que les piétons ne sont simplement pas au courant et qu'il faut, à mon avis, faire un effort de communication. Parce que pour certains, effectivement, c'est pas forcément un grand détour de sortir côté parking, de cheminer jusqu'au passage sous voie, sous l'ancien passage à niveau, de remonter éventuellement la rue du Commerce. Donc je pense qu'il y a un déficit de communication et qu'il ne faut pas hésiter à insister là-dessus. Et puis on croise les doigts pour que les solutions soient trouvées alors de manière un peu plus pérenne pour la suite du chantier. Merci à tous et à toutes. Ça clôture nos travaux de ce soir. Je remercie le public d'être venu nombreux, aux deux membres du public, et je remercie les gens qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.